in defensively. And we get a stop going in the half. 1, 2, 3. Attack, attack, attack. And a chase down block. He erased it. Bingo! It's showtime! MVP, baby! He didn't do that, did he? Lions jump! Tie game with 5 seconds remaining! Shot! What a perfect ending to a historic day! Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 135 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi cette semaine, un seul homme, le coach. Le coach attitré, Pierre. Ça va, Pierre? Salut Ben, salut tout le monde, ça va. Ça va. Alors qu'on va parler en deuxième partie de ton équipe préférée en NBA, les Rockets. Ça va? T'es prêt pour ça? Ouais, il y a tous mes joueurs préférés dans cette équipe-là. C'est une équipe que j'apprécie particulièrement et j'espère qu'on les tapera en play-off. Voilà. Notez l'ironie du début de la phrase et pas de fin, tu vois, mais au début, ouais. Au programme, du coup, avant de parler des Rockets, on va parler des Kings, qu'on avait annoncé parmi les cancres de la ligue et qui ont un bilan complètement surprenant de 6 victoires pour 3 défaites au moment où on enregistre. Parce que bien sûr, on enregistre avant le match de dimanche soir contre les Bucks. Faut-il croire en ces Kings? C'est un peu la question qu'on va se poser dans cette première partie, puis dans la seconde partie. On va donc parler des Rockets qui, eux, et c'est vraiment le monde à l'envers, ont du mal, avec des problèmes en défense, une attaque pas vraiment inspirée. Ils sont dans le bas de la conférence Ouest, alors qu'ils sont censés être les outsiders numéro 1 des Warriors. Faut-il s'inquiéter cette fois-ci? On va tenter d'y répondre en overtime. Si on a le temps, on va parler des Wizards qui restent les Wizards en fait. Rien ne change tout ça. Sinon, une information très importante à vous donner. Certains l'ont peut-être remarqué la semaine dernière, il y a eu un petit retard dans la sortie du podcast. En fait, le podcast est sorti aux mêmes horaires que d'habitude, c'est juste qu'on a eu un problème de flux. Alors ce que je vais dire, ça concerne pas les utilisateurs iTunes, qui eux ont eu la mise à jour. D'ailleurs, sur iTunes, Pierre, tu t'es moqué de moi, on est à 95 petites étoiles, on va y arriver à 100. Hein, ah, okay. Ça a augmenté alors ça a augmenté, mais à une vitesse folle. C'est pour les utilisateurs d'applications comme Podcast Addict ou d'autres applis de podcast en fait. On a dû mettre à jour le flux en fait, ce qui fait que la plupart d'entre vous ont peut-être plus le bon flux. Pour savoir si vous avez le bon flux, c'est assez simple. Le logo du podcast a changé. C'est-à-dire que le logo du podcast, c'est tout simplement un ballon où il y a écrit Dunk Hebdo NBA Podcast. Il y a du jaune, il y a du rouge et il y a du bleu. C'est plus le logo du joueur qui dunk, en fait. Si vous avez ça comme logo sur votre plateforme de streaming, tout va bien. Si vous ne l'avez pas, essayez de chercher un autre flux avec ce logo et normalement tout devrait être bon. On va continuer à mettre à jour les épisodes sur les deux flux. Mais on va basculer petit à petit sur le flux avec le ballon que j'ai décrit parce que on a eu des problèmes avec l'autre et ça, ce qui a entraîné la sortie retardée. Enfin, tout un bordel qui m'a empêché En fait, le truc apparaît comme une nouvelle chaîne ou un nouveau podcast, en fait. Exactement, ouais. Ce qui m'a empêché de profiter de ma semaine de vacances. Voilà. Merci beaucoup, le flux. Merci. Vraiment. C'était horrible. Non, mais normalement, ça doit pas poser de problème. On sait que la plupart de nos auditeurs viennent de iTunes. Ça a été mis à jour et Podcast Addict, on a laissé un message sur les réseaux sociaux. On vous invite à vous inscrire sur ce flux avec le petit ballon. Vous cherchez juste Dunk Hebdo, vous allez tomber dessus. Et l'avantage de tout ça, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. L'avantage de tout ça, c'est que maintenant, vous allez avoir toute la description du podcast, en description, dans vos podcasts, plutôt que quelques phrases comme c'était avant. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va mettre ce qu'appellent les Américains les timestamps. Je sais pas s'il y a de traduction, les temps, enfin bref, les moments où on va parler de tel ou tel sujet pour ceux qui veulent glisser directement, qui veulent pas entendre parler des Kings, ce qui est une erreur selon moi. Ou direct aller sur les Wizards, ce qui est une erreur aussi selon moi. Voilà, vous aurez la possibilité de faire tout ça. Et nous, on va se retrouver juste après la pause pour discuter de ces Kings, justement. Vous écoutez le podcast Dunk Hebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Les Kings, les hommes de Dave Joerger, affichent donc un surprenant bilan de 6 victoires pour 3 défaites pour la première fois depuis novembre 2014. Novembre 2014, ça va bientôt faire 5 ans, cette franchise a 2 matchs d'avance sur les 50% de victoires et surtout, à l'heure où on enregistre,
ils sont sur une série de 5 matchs remportés de suite. Pierre, on avait quitté les Kings il y a 8 mois de ça, dans l'épisode 98. On avait fait une revue d'effectifs des jeunes. Et on avait surtout mis en avant le fait qu'il fallait du temps pour cette équipe qui était très très jeune. 8 mois plus tard, ils sont en play-off à l'heure actuelle, ça risque de pas durer, mais quand même, finalement, on les avait peut-être pas un peu sous-estimés, ces Kings-là? Est-ce qu'on les avait sous-estimés? Je sais pas, parce que on savait qu'il y avait des joueurs de potentiel dans cette équipe-là. Il y avait Darren Fox, il y avait Buddy Hield qui avait encore une grosse marge de progression. Après, on avait, je pense, très peur de voir la profondeur de l'effectif et on avait pas mal d'incertitudes sur leur capacité défensive notamment, je pense. Et où on a peut-être sous-estimé par contre leur capacité à produire du jeu offensif. Et pour moi, c'est ça la surprise de début de saison, c'est qu'en attaque, c'est une très 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 bonne équipe. On croyait sur les premiers matchs que c'était juste un feu de paille et que ça allait passer, mais en fait, ils s'affirment vraiment comme une très bonne attaque. Ouais, totalement. Maintenant, on en est à 9 matchs. On peut commencer à tirer des conclusions sans trop se tromper. Je pense, et oui, c'est une très bonne attaque. Je vais déjà te lancer sur ça. Est-ce que c'est uniquement lié au changement? Parce que moi, je me rappelle l'année dernière, on avait entamé la saison et on était un peu tous surpris par ce mélange entre les très très jeunes, comme tu l'as dit, les De'Aaron Fox, Buddy Hield, même si, vu son parcours universitaire, il est pas si jeune que ça, mais il a peu d'expérience en NBA, et les Vince Carter, Zach Randolph et même George Hill. Cette année, les vétérans sont plus là. Il y a le joueur le plus vieux de l'effectif, c'est Bjelica qui a 30 ans. Il y a que 3 joueurs qui ont plus de 25 ans. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le secret de leur réussite à l'heure actuelle, c'est c'est harmonieux en fait, tout le monde est jeune, tout le monde court, on va en parler de ça, et du coup il y a une identité en fait qui se crée actuellement. Bah c'est ça surtout, c'est ce que j'allais mettre en valeur, c'est qu'il y a une vraie identité, une vraie politique de jeu qui est mise en place maintenant, au grand détriment de Tom. Dave Yorger a l'air de faire un bon travail pour l'instant avec ces joueurs là cette année. Il y a une identité, quand tu vois les joueurs en sortie, en interview, ils sont contents. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent comment ils doivent jouer, ils savent qu'ils doivent jouer à 100 à l'heure, que ça soit même pour faire parfois des mauvais choix ou autre, ils le font en fait. Et tout le monde a l'air de se plaire dans cette optique-là parce que ça donne des possibilités à tout le monde, parce que ils ont les capacités physiques pour le faire. Et comme tu l'as dit, c'est une équipe très jeune. Quand on les regardait avec Alan, je me souviens quand ils ont joué contre Oklahoma City, il me dit leur banc en fait c'est une équipe NCAA. Mais c'est ça, il y a que des joueurs qui sortent de la draft ou qui sont dans leur contrat rookie et qui sont très jeunes. Et c'est des joueurs qui ont du potentiel. Certains ont pour l'instant peut-être pas forcément le niveau NBA ou l'ont pas encore complètement prouvé ou sont des faibles joueurs de rotation, mais il y a des potentiels, il y a des joueurs qui ont besoin de prendre confiance et qui le font et qui sont bien utilisés pour l'instant en tout cas. Ouais, totalement. C'est l'accent sur la jeunesse, et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que moi, on le sait, j'adore quand il y a une identité de jeu. C'est un de mes combats. Quand j'arrive à identifier une équipe, ce qu'elle fait, les Kings, ça faisait plusieurs années où c'était un petit peu trouble. Là, c'est clair. Il y a eu pas mal de sorties médiatiques, t'as eu raison, Pierre. Moi, je vais juste en citer une de De'Aaron Fox, qui explique que, je cite, on tente d'épuiser les équipes adverses. On a déjà remarqué sur quelques-uns de nos matchs, certaines équipes s'effondrent dans le 4e et nous, on continue de courir. Même s'il reste 4 minutes et que nous menons de 5 ou 10 points, on cherche toujours à accélérer. Et c'est ça, en fait, l'identité des Kings à l'heure actuelle. C'est une équipe qui accélère. C'est vraiment, moi, sur quelques-uns des matchs que j'ai pu voir, je vais en parler plus tard, franchement, c'est assez marquant. Les équipes, elles tombent contre eux. Il y a un moment où ils peuvent plus tenir, en fait. Et comme tu l'as dit, vu que c'est jeune, c'est assez logique de jouer comme ça, surtout sur le profil des joueurs. On va aussi y revenir. Quand t'as des De'Aaron Fox, des Willie Cauley-Stein, c'est logique de jouer vite. Et ils ont pas pu faire ça l'année dernière parce qu'il y avait ce mélange un peu bizarre. Et cette année, ils peuvent le faire, et c'est plaisant à regarder, ce qui est rare avec les Kings dernièrement. Et en plus, ça marche. Ouais, bah une petite stat pour montrer ça, j'en ai plusieurs, mais déjà que leur pace est de 107.78 cette année, l'année dernière elle était à 95.5, ils étaient derniers. C'est juste un bond considérable, en fait ça leur fait quand même 12 possessions de plus par match. Enfin dit comme ça, c'est exceptionnel, et du coup l'équipe, comme tu l'as dit, a des vraies qualités pour courir. Ils sont dans le top 5 sur les points contre-attaque, top 5 sur les points après perte de balle, top 5 dans les points dans la peinture et top 5 dans les points en transition. C'est une vraie équipe efficace et en contre-attaque, et ils ont un profil de jeu qui les aide grandement. Et pour ponctuer ça, en plus, quand ils ont pas eu les situations de contre-attaque, ils sont super forts sur transition, parce que Buddy Hield est un gros shooter, parce que Bjelica arrive en trailer et sanctionne, parce que Cauley-Stein est quand même physiquement
vraiment au-dessus de certains pivots, est capable de courir, est capable de prendre une position ou de jouer très vite sur pick and roll, et ce qui fait que sur les tirs, ils prennent 42% de leurs tirs en 15 secondes ou moins, et ils sont à 54% sur ces tirs-là. Donc en fait, c'est juste que tu mets tout dedans et en jouant vite, et que tu profites de la non mise en place de la défense adverse pour sanctionner en fait. Ouais, totalement. Ils mettent 32 points par match sur transition. 32. C'est énorme. C'est incroyable. Et vraiment, ça, je pense qu'on peut commencer à parler de lui, c'est De'Aaron Fox, qui a, alors, on va pas revenir sur ce triple-double, juste petite parenthèse. Là, ça fait quand même 3 semaines qu'on nous dit, un tel a fait le record de ça, c'est intéressant, mais il va falloir commencer à comprendre qu'il faut mettre ça en perspective, parce que vu qu'il y a 15 000 possessions de plus par match, forcément, ils font des records. Après, il faut rien retirer à De'Aaron Fox, qui fait un début de saison, mais franchement, j'ai pas souvenir, enfin, ça existait, hein, mais un tel bond entre saison rookie, saison sophomore, c'est plus le même joueur. Et vraiment, je pense que c'est celui qui bénéficie le plus de changements avec l'accélération, comme tu l'as dit, où en fait, c'est une équipe qui passe d'une équipe demi-terrain à vraiment une équipe qui accélère à tout va. Et il est vraiment incroyable. Je veux dire, quand tu le mets en transition, il y a moyen que ce soit le joueur le plus rapide de la NBA actuellement, vu que Wall est vieillissant et plus trop lui-même. Dennis Smith va vite, mais j'ai pas l'impression, vraiment, il va une vitesse d'De'Aaron Fox, et il fait les bons choix, en fait. Et comme tu l'as dit, ça aide tout le monde. Buddy Hield, c'est pas le meilleur passeur du monde, mais vu que le jeu est plus écarté, et qu'en plus, ça va vite, il peut trouver, les choix sont plus simples à faire. Bjelica, t'as l'impression que on revoit le joueur de ce qu'on voyait en Europe. Ce qui est un petit tacle à Thibodeau aussi, hein, parce qu'il savait pas l'utiliser. Complètement. C'est un autre joueur. Et Cole-Stein, on sait que c'est un joueur que j'ai toujours trouvé intéressant, parce qu'en fait, si tu le mets dans cette situation-là, mais il est tellement intéressant. Enfin, ça fait du sens, en fait. Et ça fait bizarre de dire ça des Kings qui nous ont habitués à pas faire des choses logiques ces dernières années, mais là, tout est logique. Déjà, oui, par rapport à Fox, c'est un joueur, je pense pas qu'il ait tant évolué que ça par rapport à l'année dernière. Enfin, il a progressé, c'est certain, mais il a surtout beaucoup plus de responsabilités, et il a tout le jeu à son compte, entre guillemets, et il a un jeu qui lui est adapté. Donc forcément, il peut s'exprimer, et on en parlait juste avant off, tu l'as comparé, enfin, ça ressemble à John Wall, en fait, du début de John Wall. Enfin, j'ai l'impression, il va vite, il est très fort en transition, il peut mettre ses shooters en valeur. Il a peut-être pas encore la capacité sur demi-terrain, sur pick and roll, à être aussi fort que peut l'être un John Wall, mais ça va vraiment dans ce sens-là. Et moi, où j'aime bien, par contre, son début de saison, et j'ai été surpris en regardant les stats, c'est que je le sens beaucoup plus à l'aise sur son tir à 3 points. Alors certes, ça se ressent pas au niveau des pourcentages, c'est pour ça que j'étais surpris, mais il hésite plus, en fait. Il en prend en pull-up, il en prend sur des moments clutch. Enfin, j'ai l'impression qu'il a plus cette hésitation, ou en fait, il a plus l'impression d'être faible à ce niveau-là, et ça aide aussi complètement les Kings à jouer. Et comme tu l'as dit, de jouer avec des shooters autour de lui, et le fait de mettre, tout au tir. Ils sont 4e au true shooting NBA, ils mettent tout. C'est juste simple. Cole-Stein a une place folle dans la raquette pour jouer sur les pick and roll, pour jouer en post-up, en fait, il a toute la raquette pour lui. Avec le small ball, lui, il peut le sanctionner, tout ça, si ça défend petit en face. Et ça devient très intéressant. Et c'est ce qui se passe aussi avec Bagley qui sort du banc. Il a cette situation-là. Ouais, totalement. Et par rapport à De'Aaron Fox, il y a le shoot way. En fait, il est en confiance. Il prend pas mal de shoots. Faut pas non plus être complètement borné et dire qu'on doit tous adopter le Murray ball, shoot à 3 points et dans la raquette. Il prend quelques shoots à mi-distance, mais aussi dans la raquette. C'est un joueur qu'on avait dit un peu frêle et qui avait du mal à finir. Cette année, à moins d'1 mètre du panier, il est à 80% sur les 9 premiers matchs. À titre de comparaison, l'année dernière, il était à 64. Et dans ce que les Américains appellent la floater range, c'est là où on fait les flotteurs, en fait, ce qu'ils font énormément d'ailleurs, les Kings. C'est une équipe qui prend énormément de flotteurs. Il est passé de 35% l'année dernière à 52%. Je veux dire, c'est vraiment, on le sent plus à l'aise avec son toucher. Et ça change toute l'équipe, en fait, parce que comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord, c'est vraiment le général, en fait. C'est son équipe. L'année dernière, il était un peu hésitant, c'est un rookie, c'est normal à la main, mais là, tu sens vraiment que c'est son équipe et qu'il y a un élan, et les stats le traduisent. Puis il y a quelque chose de très simple, c'est-à-dire que le plan de jeu du 5 remplaçant, c'est le même, en fait. C'est censé aller vite. Mais il n'y a pas la même chose. Ouais, il y a pas le talent. Beaucoup moins de talent. Surtout sur les lignes arrière, c'est compliqué. Ah oui, les lignes arrière, c'est assez, vu que Bogdanovic pas là, c'est très compliqué, mais il y a pas la même chose, en fait. Tu sens vraiment qu'il y a une différence quand De'Aaron Fox c'est sur le terrain et quand il est pas là, en fait. Et les ratings le montrent, mais il y a vraiment, c'est lui, en fait, c'est le franchise player à l'heure actuelle. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur, c'est le banc et leur profondeur d'effectif. Alors certes, Bogdanovic n'est pas là, mais t'as quand même Iman Shumpert dans le 5 et qui est un peu
leur 5e joueur, en plus de Kolestein, Bjelica et Fox et Hield, c'est un peu cette pièce qui sont encore à la recherche. Ils la recherchent et je pense que Bogdanovic pourra l'être, sachant qu'il va, lui, si tu le donnes des tirs ouverts, tu lui demandes de courir, je pense que ça pose pas trop de problèmes, au contraire. Mais en fait, c'est surtout ces 4-là qui font que les Kings gagnent des matchs. Sur le début de saison, c'est 22,5 de net rating, les 4-là ensemble. C'est un des meilleurs en NBA et Fox organise tout ça autour de lui. Bjelica est potentiellement un MIP pour l'instant, j'ai vu ça passer plusieurs fois, mais là utilisé en stretch fort avec des responsabilités, il est en confiance sur son tir, il a des tirs ouverts, il est aussi de par sa technicité, il peut sanctionner par des dribbles, par des drives, il trouve les joueurs tout seul. Il est un peu parfait dans ce rôle-là de second organisateur en fait de l'attaque, où Buddy Hield va graviter autour de tout le monde et rechercher des tirs ouverts, rechercher des hand-off, rechercher des coupes et sanctionner offensivement, parce que le scoreur de l'équipe, par contre, si Fox est le général, c'est Buddy Hield. Et en fait, ça me fait penser un peu Fox et Hield à Wall et Bill. Enfin, c'est une comparaison. Ouais, j'y ai pensé aussi, ouais. On dirait ça, j'espère qu'ils auront pas le destin qu'ont les deux pour l'instant. Mais t'as le général sur le parquet, un peu organisateur, et le shooter, scoreur, potentiellement capable de tout faire en attaque, et qui est vraiment intéressant sur ces points-là. Donc ça fait penser à Wall et Bill, sur les profils de joueurs en tout cas. Totalement. Juste pour revenir 2 minutes sur Bjelica, il y a des stats assez incroyables. J'avais lu un article du site Nylon Calculus qui est dingue, où en fait, qui montre que tous les joueurs des Kings, pratiquement, quand ils jouent sur le terrain avec Bjelica, ils gagnent en termes de pourcentage de réussite, ça monte, mais de plus de 10 ou 15 points, en fait. C'est vraiment, et ça se limite pas au spacing. Et c'est pour moi, ça a été l'erreur de Thibodeau, en fait. Une des nombreuses. Il a en fait utilisé Bjelica que comme un shooter, en fait. Ouais. Spot-up. Il avait que ça comme responsabilité à Minnesota, et le fait est qu'il y a eu des moments où il marquait pas, et du coup il jouait moins et il avait plus la confiance. Là on voit, comme tu l'as dit plus tôt, il joue en trailer, et puis des fois il passe, enfin c'est un joueur qui sait faire des passes, enfin, je veux dire, il est capable de trouver le décalage. C'est un facilitateur, vraiment facilitateur du jeu, et qui trouve les extra passes, et il a joué en Euroleague, il a ce jeu à l'européenne entre guillemets, de collectif, et d'être capable de faire des choses par toi-même aussi. Totalement. Ce qui fait que moi j'ai plusieurs souvenirs sur les matchs des Kings où tu le vois, il arrive un peu en retard sur une contre-attaque qu'ils ont pas fini super rapidement. Et en fait, c'est lui qui trouve le décalage pour un Buddy Hield à l'extérieur. Et vraiment, à ce niveau-là, moi, je trouve que c'est une bonne signature. Après son été un peu rocambolesque quand même. Faut pas oublier qu'il était censé être à Philly, il a refusé, enfin, c'était un petit peu n'importe quoi, et ça a été une bonne signature de Divac. Bah complètement. Il faut le souligner parce que ça a été peu le cas pendant un bon moment, mais rien que le 55% à 3 points. Enfin, je sais pas si ça va tenir. Mais... Non, et c'est d'ailleurs, je pense, c'est le problème pour tous les Kings, c'est que pour l'instant leur attaque fonctionne parce qu'ils mettent énormément de tirs. Certes, leur avantage physique et athlétique, on va dire, de courir tout le temps, leur donne ça les aide dans cette voie-là, et ça leur sera utile toute la saison. Mais le moment où ils mettront plus les tirs, tout va petit à petit se fermer, les transitions seront plus dures à avoir, enfin, petit à petit, l'attaque va s'enrayer. Alors, s'ils se maintiennent à un niveau correct, ils auront une bonne attaque. Par contre, si ça redevient sur des pourcentages, on va dire, plutôt bas, toute l'attaque va s'enrayer complètement, et là ils seront beaucoup plus en difficulté, parce que je pense que sur demi-terrain c'est là où ils ont pour l'instant le moins prouvé, on va dire, et qu'ils auront peut-être plus de mal à scorer. Et défensivement, c'est la meilleure équipe sur les interceptions, ça va avec le politique de courir, d'être agressif, d'essayer de gagner des ballons, mais quand tu rentres petit à petit dans les rotations défensives, sur les pick and roll et autres, c'est pas bon du tout. Je les ai surtout le début de saison, il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là, même contre OKC c'était flagrant, enfin chaque pick and roll, Nerlens Noel avait un alley-oop quasiment, et je pense qu'ils ont progressé petit à petit, c'est de la communication et de la mise en place, mais ça sera jamais une très bonne équipe de défense demi-terrain, quoi. Est-ce que c'est pas ça un peu la clé pour eux? Parce que je pense qu'ils vont continuer à accélérer, mais est-ce que c'est pas un peu leur défense, comme tu l'as dit, c'est une très bonne équipe aux interceptions. D'Aaron Fox, il avait déclaré qu'il voulait être dans les 5 All-NBA au niveau de la défense. Ce qu'il peut faire, en fait. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec un jeune John Wall, ou avec ce qu'on s'imagine de John Wall, c'est-à-dire que John Wall, en fait, dans sa vie, je pense qu'il a dû défendre 2 saisons, mais qu'il a été libellé bon défenseur pendant des années. D'Aaron Fox, il défend vraiment, mais c'est vrai qu'il y a quelques limites. Surtout, on va dire, ils ont un problème, on en a déjà parlé, mais ils ont un clair problème à l'aile. C'est-à-dire qu'au niveau du poste 3, on l'a dit, il y a personne. Justin Jackson, c'est le seul joueur de l'équipe qui met pas de tir, en fait. Et je suis assez déçu, c'est un joueur qu'à la fac,
c'est pas que je l'apprécie énormément, mais je pensais qu'il pouvait être un solide joueur de complément. Il est pas au niveau. Iman Shumpert, j'ai l'impression de retrouver l'Iman Shumpert de sa saison rookie. Je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Et Bjelica, c'est pas un super défenseur, ce qui fait que à l'aile, tu risques d'être un peu limite. Mais pour moi, c'est plus ça, en fait, que leur attaque. La clé pour eux, c'est de se maintenir en défense. Que s'ils se maintiennent en défense, ils auront toujours leur panier facile en attaque, et je vois pas, il y a pas une équipe pour moi taillant NBA si ça court les tenir, en fait. Après, ouais, comme tu l'as dit, à l'aile, défensivement, ça va être dur parce que aussi, ils sont pas si grands que ça. Ils ont pas tant de longueur d'envergure. Hill dépasse très très grand. Bogdanovic, ce sera pas le profil athlétique pour défendre. Shumpert, quand il devrait gagner le banc, Justin Jackson devrait peut-être moins jouer, mais ça reste faible. Il y a aussi le fait que, oui, défensivement, ils doivent tenir, mais dans un sens, si tu mets plus de tirs en attaque et que tu continues de courir, t'as beaucoup plus de défense à faire, hein. Et c'est en partie ce qui se passait sur certaines équipes début de saison. Enfin, si tu mets pas de tir, mais avec le jeu qui s'accélère, petit à petit, défensivement, tu tiens pas. Parce que en face ça contre-attaque, parce que toi tu mets rien en attaque, petit à petit tu perds de l'influx pour défendre, et j'ai peur c'est ce qui arrive à cette équipe-là, s'ils mettent plus de tirs en tout cas. Pour l'instant on en est très loin, mais ils vont devoir trouver des alternatives, notamment les soirs où ils vont plus rien mettre, et ça sera intéressant de voir certains matchs où ils mettent moins de tirs, ils sont beaucoup moins adroits, mais ils arrivent quand même à rester dedans. Ça serait intéressant de les voir sur les prochains matchs dans cette situation-là. Ouais. Après, si on exclut, bon, c'est un gros si, mais en dehors de ces postes-là, De'Aaron Fox c'est un très bon défenseur, Willie Cauley-Stein, surtout contre les équipes small ball, on l'a dit, il peut faire la différence. Buddy, ça sera jamais un grand défenseur, mais il fait les minima, donc je pense pas on peut lui demander, on va pas lui demander beaucoup plus, mais il fait déjà le taf. Je pense que c'est pas une équipe, c'est pas les Suns défensivement. Ah non. Et c'est déjà bien. Parce que c'est des équipes qu'on a souvent mis côte à côte pendant l'été, et force de constater qu'ils sont meilleurs. Mais je pense pas d'un peu, ils sont vraiment meilleurs que les Suns à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'en talent pur, il y a moins de talent, mais ils sont meilleurs parce qu'il y a quelque chose de clair qui se dégage, qui apparaît. Ouais. Par rapport au oui, vas-y. Non, mais c'est sûr que par rapport à des équipes comme Atlanta, Cleveland, Phoenix, ils ont montré c'est des allées-lumière de ces équipes-là pour l'instant, ce qu'ils ont montré, hein. Alors certes, c'est peut-être pas encore une excellente équipe, voire une bonne équipe qui peut jouer les playoffs. On verra au fil de la saison, mais ça devrait se tasser petit à petit, et certaines équipes du bas devraient remonter. Mais oui, c'est des allées-lumière de ces équipes-là, quoi. Ouais, totalement. Tu parlais un peu de leur réussite au shoot. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, Marvin Bagley, il prend qu'un shoot à 3 points par match, mais il est à plus de 55%. Bjelica, il est à plus de 55%. Buddy, il flirte avec les 49. Enfin, il y a vraiment, tout le monde met des shoots, à part, comme je l'ai dit, Justin Jackson, qui est un peu en difficulté. À quel point ça va se casser à quel point ça va exploser ça? Parce que je me dis, Buddy, j'en parlerai peut-être un peu après, mais on regarde sa carrière, c'est un mec qui peut tourner autour des 45-46. Bjelica, alors il restera pas à 55, mais je le vois pas tomber à 40, quoi. Je veux dire, c'est un mec qui peut mettre des tirs. Ensuite, c'est pas choquant, en fait. Alors certes, ils vont peut-être pas continuer à flirter avec les 40% en tant qu'équipe, ce qui est fou, hein. C'est compliqué. Enfin, les Warriors d'au-dessus. Ouais, donc. quand tu t'appelles pas les Warriors, c'est dingue d'être à ce niveau-là. Mais je les vois pas non plus, déjà l'année dernière, ils étaient à 37%, je les vois pas non plus retomber pour moi, ça peut se tenir. Là, c'est exceptionnel. Mais ils vont pas retomber vraiment à un niveau, ils vont pas être mauvais, quoi. Bah, c'est vrai que c'est une équipe qui a des vraies qualités de shoot. Après, on part sur des chiffres très hauts, hein, parce que quand tu dis au-dessus de 45 pour Buddy, de 50 pour Bjelica, peut-être, c'est des chiffres monstrueux, hein. Alors, ouais, certes. Bjelica, 50, c'est, non. Allez, on va dire, il peut pas descendre. Ouais. On va dire qu'ils ont des mecs qui peuvent tourner entre 40 et 45. Ouais, je pense sans gros problème. Ce qui est très très bon, et ce qui est fatal pour certaines équipes, hein. Mais après, ce qui peut les aider à rester sur ces pourcentages, c'est que déjà ils ont des antécédents, comme tu l'as dit, les saisons d'avant, où c'était une bonne équipe pour tirer, mais c'est aussi que ça défend plus, quoi. Enfin, je pense que ça viendra petit à petit, on en fera sûrement un sujet un jour, mais la défense, c'est plus d'actualité en NBA. Pour très peu d'équipes, ça devient une arme, en fait. Et c'est plutôt comment je fais fonctionner mon attaque pour scorer et pour avoir des tirs et pour marquer beaucoup de points, plutôt que comment je peux stopper l'équipe adverse maintenant. Et ça va être ça, je pense, sur une bonne partie de la saison, jusqu'à ce que les joueurs peut-être fatiguent un petit peu et qu'on mette moins de tirs, etc. Et qu'il va falloir peut-être faire un petit peu plus d'efforts défensifs, du coup. Je m'adresse à Pierre le coach là. Est-ce que c'est pas non plus, du coup, est-ce que c'est pas un schéma de jeu
qui prend avantage en fait de ce qu'on constate, c'est-à-dire il y a plus de défense. Alors eux ils sont ultra agressifs. Moi j'aime bien ce genre d'équipe qui joue les lignes de passe. De'Aaron Fox il joue constamment les lignes de passe et il a un assez bon flair, je veux dire. Alors il se fait cramer quelquefois mais globalement ça passe. Je veux dire que ils prennent j'ai l'impression que c'est une des premières fois qu'on voit les Kings jouer un basket actuel, dans leur temps. Complètement. Courir en contre-attaque, mettre du rythme offensivement, rechercher les shoots à 3 points, jouer small ball et jouer autour d'un grand, mais tu vois, c'est vraiment un jeu offensif moderne. Et défensivement, je pense que c'est simple, c'est qu'ils savent qu'ils ont peut-être pas spécialement les capacités pour l'instant de défendre demi-terrain très bien, sur les écrans, etc. Donc autant jouer les interceptions, autant faire des paris sur les lignes de passe et être très agressif là-dessus, où là ils ont les jambes pour le faire. Je préfère voir Buddy Hield ou Fox défendre très haut sur les joueurs plutôt que d'attendre que par exemple Kevin Durant ait la balle sur Buddy Hield et qu'il marque, quoi. Je préfère qu'il le coupe de la balle. Donc c'est clairement pour moi un bon choix de faire ça. Jusqu'à quand ça pourra marcher, jusqu'à quand les autres équipes vont s'adapter aussi. Ils vont prendre à un moment ils vont prendre des backdoors, à un moment il y aura moins de passes et ça va jouer sur du pick and roll simple et ils seront sanctionnés. Ça va s'adapter petit à petit, mais je pense que ça peut être une vraie arme pour eux. Mais ils vont aussi progresser dans les autres domaines, quoi. Il faut que maintenant t'aies une attaque complète et une défense complète sur demi-terrain pour que tu puisses être efficace dans toutes les situations. Parce que les jours où on prend un exemple tout simple, si Fox se blesse ou tu mets plus de tirs à 3 points ou t'as une équipe qui met tout en face et que t'as pas de contre-attaque, ils ont plus rien. Ouais. Et moi j'ai très peur. On va y revenir quand on parlera de leur calendrier, parce qu'il faut pas se voiler la face. Ils ont pas battu des grosses équipes. Moi j'ai peur pour cette équipe. Alors on les met pas en play-off, mais j'ai peur pour eux quand ils vont jouer des grosses attaques en fait, qui va tout simplement leur couper les possibilités de faire de la contre-attaque. Quand ils vont jouer, on va pas dire les Warriors, mais quand ils vont jouer des équipes bonnes en attaque, ils vont faire comment en fait. Et j'ai aussi très peur contre les équipes. C'est malheureux qu'on enregistre avant ce match des Bucks, mais j'aurais bien aimé voir ce match-là parce que typiquement c'est le pire match-up que je peux imaginer pour ces Kings en fait. Ouais. Une équipe longue avec un ailier top 5 NBA ou pas loin. C'est affreux pour eux parce qu'ils ont personne pour défendre là-dessus et les Bucks ils peuvent jouer défensivement. Tu vois, tu regardes leur prochain calendrier, ils jouent les Bucks, c'est un match-up pas favorable pour eux. Les Raptors, ça l'est en partie avec Kawhi, etc. T'as les Lakers qui arrivent ensuite, les Lakers qui jouent aussi très vite, qui tirent beaucoup, et t'as LeBron, et ils auront tout pour les gêner. T'auras les Spurs, t'as des équipes qui vont vraiment leur poser problème. Je les vois pas du tout gagner contre les Warriors parce qu'ils vont ils sont obligés de les amener dans un match d'attaque et vu les Warriors actuellement, c'est pas une très bonne idée. On a connu meilleur comme idée. Donc leur fin de mois avec un gros calendrier contre des grosses équipes, ça sera pour moi le moment de les juger vraiment. Parce que là, on a vu, ils ont changé de politique de jeu, ils ont joué des équipes plutôt faibles pour le mettre en place et ça a plutôt très bien fonctionné. Ils viennent de passer 146 points aux Hawks. Alors certes, ils défendent pas, mais il faut les mettre, les 146 points. Mais ce match-là, franchement, j'en ai vu une partie, c'est les Harlem Globetrotters. La première possession, je crois que les 2 premiers points des Kings, ou c'est peut-être les points 2-4, bref, c'est De'Aaron Fox, il fait un coast-to-coast, personne le touche. Je veux dire, ça vous résume tout le match. Ouais. Après, tu vois, il faudra, ce sera le moment de les juger. J'ai bien aimé, par contre, leur victoire contre, tu vois, même contre le Magic ou les Grizzlies, où ils limitent l'adversaire à moins de 100 points, et eux, ils sont pas à 120 points, quoi. Le match contre les Grizzlies, c'est 97-92. S'ils arrivent à gagner des matchs sur ces scores-là, ça peut être intéressant pour eux aussi. Parce que c'est des matchs où ils mettent moins dedans, c'est des matchs où ça répond sûrement un peu plus défensivement à Memphis, et eux aussi ont pu répondre, quoi. Et là, moi, j'attends vraiment de les voir sur la fin du mois pour où ils seront à la fin du mois, quoi. Ouais, totalement. Ouais, mais ça va être primordial. T'as parlé des matchs contre Orlando et Memphis, j'ai vu ces matchs et je pense qu'ils sont hyper symptomatiques. On parle beaucoup de l'attaque, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? J'avais lu un article super intéressant de SB Nation des Kings qui a en fait montré que les pourcentages des équipes contre les Kings en fait diminuaient de par quart temps en fait. C'est-à-dire qu'ils démarraient très bien. Et en fait, ils s'épuisent. On en a parlé au début. Fatigue, ouais. Et moi, Et moi, en fait, j'ai voulu regarder. Déjà, sans parler de stats, le match contre Memphis, c'est typiquement l'exemple. Memphis, ils mènent en gros de 10 points toute la première mi-temps. Troisième quart-temps, ils prennent un éclat. Et pour moi, le truc le plus symptomatique, et ça rejoint la déclaration que j'ai relayée de De'Aaron Fox au début, c'est que tu regardes la fin de match, on va dire, allez, les 8-9 dernières minutes, ils continuent d'accélérer. T'as l'impression qu'ils
ils vont plus vite que jamais durant le match. Alors que Memphis, en face, Memphis, c'est une équipe demi-terrain, ils peuvent plus suivre. Et ils se prennent l'éclat à ce moment-là, en fait. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc, du coup, moi, je suis allé voir au niveau des net ratings des Kings carton par carton. Et c'est hyper révélateur. Premier carton, 26e net rating de la NBA. Deuxième, 17. Troisième, enfin, dans le troisième carton, troisième équipe NBA. Et dans le quatrième, cinquième équipe NBA. C'est une équipe de deuxième mi-temps, en fait. Ils explosent les gens en deuxième mi-temps. Et ça, je me dis que, certes, le shoot peut un peu partir, mais ça va rester. Je pense que c'est quelque chose qui va rester. Typiquement, les Kings, tu les joues en back-to-back, t'es à l'extérieur, il y a moyen que tu te fasses exploser. Parce que tu peux pas tenir une équipe qui court avec des mecs, des jeunes joueurs pendant 48 minutes. Moi, le facteur fatigue, il joue complètement dessus. Parce que, tu fais ta première mi-temps, certes, ils défendent dur, ils défendent haut, ils jouent les interceptions, mais toi, t'es encore lucide pour répondre, pour lire la défense, pour jouer le backdoor éventuellement s'ils montent trop, pour trouver les tirs ouverts. Et donc, là-dessus, tu les sanctionnes au début de match, mais petit à petit, la fatigue vient, tu deviens moins lucide et tu trouves moins ces solutions-là et ton collectif se déraille un petit peu et eux ils profitent de ça et ça augmente encore leur interception, leur jeu en transition et ça te fatigue encore plus quoi. C'est un peu un cercle fructueux pour eux de faire ça en fait. Et ouais, franchement, c'est intéressant de la façon de voir les choses qu'ils ont mis en place quoi, et je pense que même les supporters des Kings ça s'attendait peut-être pas à ça et ils ont de quoi être séduits et contents pour l'avenir. Ça sera pas cette année-là, mais ça sera intéressant de voir s'ils continuent sur cette politique de là, si un jour ils arrivent en play-off en jouant comme ça, comment ça va se passer, parce que on sait qu'en play-off le jeu a tendance quand même à ralentir, il faut des joueurs dominants sur demi-terrain, il faut des joueurs capables de scorer quand la défense devient plus forte. Comment eux, avec cette façon de jouer, ils pourront dans les futures années, s'ils vont en play-off, répondre à ces contraintes-là, ça sera intéressant de le voir. Juste pour vous donner à quel point ils sont enthousiastes, j'ai écouté le Lockdown Kings, donc le podcast des Kings quotidien. Quand ils avaient enchaîné leur victoire contre Atlanta, il a quand même ouvert le podcast avec Cool on the Gang Celebration, pendant le début de l'émission. C'était ça. Ils ont gagné 5 matchs de saison régulière de suite. Non, mais ça fait plaisir. Et surtout, on a assez répété, ça fait plaisir à voir. Et ça, c'est super cool. Après, c'est clair que, on va peut-être finir là-dessus. À quel point c'est réel ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est-à-dire où on les classe. Moi, j'avoue, je pense, pour moi, c'était une des 3-4 pires équipes de la NBA. Comme tu l'as dit, ils ont plus prouvé que les Cavs, que les Hawks, qui est d'autre et à la rue, que les Suns. Où on les classe. On est d'accord, ils font pas les playoffs cette année, mais allez, ils s'approchent des 30 victoires, ce qui est déjà une première victoire, je pense. Tu vois, 25-30, ils ont pris de l'avance, je pense, sur ce qu'on attendait d'eux par rapport à leur victoire. Ouais, pas mal. Je pense que là, ils vont commencer de marquer un petit peu le coup sur la fin de mois, mais ils vont quand même gagner des matchs. Et il y a un moment où, pour moi, ils vont connaître un vrai passage à vide. Où les joueurs auront du mal à rester dans l'intensité, où les jeunes vont commencer de fatiguer, où ils vont avoir un gros calendrier, je connais pas leur calendrier par cœur, mais tu vois, peut-être en post-All-Star Game ou voilà, ils vont commencer pour moi de marquer un peu le pas et à voir où ils sont placés à ce moment-là. Je pense pas qu'ils vont tanker, je pense pas qu'ils seront déjà trop loin même pour jouer un très haut tour de draft, enfin très 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 haut tour de draft on va dire, mais je pense qu'à un moment ils vont marquer le pas. Mais déjà 25-30 victoires pour cette équipe-là à l'Ouest, c'est inespéré. C'est complètement l'Ouest inespéré. qui est pas si forte que ça, mais on en reparlera un jour, mec. Il y a beaucoup d'équipes qui déçoivent en fait, et qui ont du mal à démarrer et qu'on a peut-être surestimé, mais en fait c'est assez contradictoire, mais l'Est reste assez faible en fait aussi. T'as l'impression que, pas que le niveau a baissé, mais que c'est plus incertain quoi, j'ai l'impression cette année. Ouais, il y a pas mal, faut pas miser de l'argent sur les matchs NBA actuellement, parce qu'il y a pas mal d'équipes, je suis assez d'accord avec ça, ils peuvent s'approcher des 30 victoires et ils sont déjà à 6 sur 9 matchs. C'est déjà énorme et c'est pas mal pour eux. Et il y a vraiment quelque chose qui se crée. Bien sûr, l'objectif, on en a assez parlé, il va falloir combler ce poste à l'aile, il va falloir trouver quelqu'un. Je pense pas que ça soit, on en a très peu parlé, on a de Bogdanovic, son retour. J'ai lu pas mal d'avis comme quoi ça avait été un peu positif son absence, ça a un peu libéré De'Aaron Fox et Buddy Hield, c'est un peu vrai. Mais il va faire du bien sur les postes arrière et un petit peu à l'aile en renfort pour permettre que le 5 remplaçant s'effondre pas comme il le fait souvent. Ça te fait une vraie rotation en plus quoi. Ouais, et l'année dernière il avait beaucoup le ballon, il avait beaucoup de création dans ses mains, parce que Fox jouait moins, il avait un rôle important. Donc là oui, ça a permis de responsabiliser les autres et à voir comment il s'adapte. Mais j'aimerais le voir un petit peu en créateur, mais
évolue avec comme Buddy Hield autour des shoots, autour des drives, etc. en scoreur. Et je pense que ça peut être très très costaud parce que Bogdanovic, s'il y a des shooters aux Kings, lui c'est potentiellement le meilleur avec Hield, je pense. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est juste défensivement. De toute façon, c'est pas, on l'a dit, ils ont une politique, ils essayent de cacher leurs faiblesses, mais c'est sûr que défensivement, même si c'est une bonne équipe contre le pourcentage à 3 points, pour ma petite théorie pour ça, moi, c'est qu'en fait, ils fatiguent tellement les équipes qu'au bout d'un moment, ils peuvent même shooter à 3 points en face. Enfin, ils ont probablement les jambes aussi pour faire des bons close-out et essayer de faire exactement, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'ils sont plaisants à avoir joué, en fait. C'est qu'ils se donnent, et il y a eu pas mal de citations de Dave Joerger là-dessus. Ils se donnent à 100%, en fait. Même Bjelica, souvent on éthique les Européens, lent et tout, et c'est peut-être pour ça qu'il a pas plu à Thibodeau, mais il fait les efforts. En défense, je suis désolé, c'est pas, il y a bien pire, et le sujet d'après, on va en parler, il y a bien pire en défense sur les postes à l'aile. Qui se donne pas aussi, il y a bien pire. Oui, qui se donne pas, il fait le taf, Bjelica, et globalement, moi je suis séduit par ces Kings. Encore une fois, on le répète, ça joue pas les playoffs, c'est encore très fébrile, mais il y a quelque chose qui se crée, et c'est super intéressant. On souhaite à aucune équipe d'être mal, en fait. Donc tu vois, on a fait dans la preview de la saison, dans les questions, il y avait quelle équipe tu conseillerais à un nouveau fan de suivre. Mais moi je suis un nouveau fan NBA et je vois les Kings ce début de saison, mais j'ai envie de regarder cette équipe-là, vraiment, parce que ça joue tout simplement. Et t'as des jeunes joueurs, et voilà. Et tu vois, là, pendant le podcast, j'ai eu une pensée. Imagine, bon, ils auraient pas eu Buddy Hield s'il y avait pas eu le trade, mais il y aurait des Marcus Cousins au milieu, à la place de Collenstein. Qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait été... Ouais. Je me demande ce que ça aurait donné, parce que t'aurais eu encore plus de spécifiques, t'aurais eu Cousins au milieu. Est-ce qu'il aurait pu courir autant? Peut-être pas, mais ça aurait été un vrai impact, et c'est bête que ça arrive que maintenant, et avec les joueurs qu'ils ont maintenant, arrive pas, et t'es pas avec Cousins au milieu, en fait. Et bon, après, ouais, voilà, ils ont récupéré Buddy Hield dans l'échange, qui est une bonne contrepartie au final. Je sais pas si ça aurait aussi bien marché que ça, mais oui, ça aurait été plaisant. Mais d'ailleurs, ce trade, moi j'ai lu un truc marrant, je sais plus, j'ai lu ça où, peut-être sur Twitter, mais qui expliquait qu'est-ce qu'ont besoin les Pelicans à l'heure actuelle. 3 petits points, Buddy Hield. Franchement, c'est de ça qu'ils ont besoin actuellement, les Pelicans. Donc, est-ce que les Pelicans sont vraiment gagnants de ce trade au final? Je pense pas. Non, je pense pas. Un trade qu'on a moqué. Qui reste une demi-saison, enfin, qui joue une saison et qui se blesse, qui part, et au final, les Pelicans marchent mieux sans lui, au final. Donc, ouais. Alors mais ça aussi, un jour, faudra faire un petit retour en arrière sur ça, mais il y a eu pas mal de trades à un moment où on s'est dit, mais les superstars partent pour rien. Et la plupart, quand tu les regardes avec 1 ou 2 ans de recul, c'est pas toujours l'équipe qui a acquis la superstar qui s'en est bien sortie, Même la plupart du temps, c'est pas le cas. Dernière petite stat, juste pour finir, parce que celle-ci, elle est tellement énorme, elle m'a tellement fait rigoler. Donc les Kings sont actuellement à 5 victoires de suite, Pierre. Ce qui est une plus grosse série pour eux depuis janvier 2016. On l'a dit, ils jouent les Bucks. On n'a pas encore les résultats du match, on pense tous les deux à la défaite. Mais on sait pas. Si jamais ils venaient à gagner contre les Bucks, ils en seraient donc à 6 victoires de suite. Pierre, dernière fois que les Kings ont gagné 6 matchs de suite. Ouais, ça sent les Kings à l'ancienne. Janvier 2005. Ouais, avec il devait avoir Stojakovic et tout ça, non, c'est ça? Janvier 2005, c'est quand même. Je me demande qui c'est qu'il y avait dans l'effectif à cette époque-là. Mais j'ai remonté, je me suis dit non, j'ai commencé avec Basketball Référence, j'ai joué, tu vois, j'ai mis entre 2007, 2008 et maintenant, je me suis dit ils vont bien enchaîner ces victoires. J'ai pas vu de résultat, je me suis dit. C'était en 2005-2006 ou 2004 Janvier 2005, donc ça fait 2004-2005. Ah oui, ça fait un paquet de temps. Disons qu'on n'était pas vieux, toi et moi, quoi. Non, voilà, on s'intéresse pas trop à l'NBA, on s'intéresse. Oui, mais je me souviens de ce type-là, Mike Bibby, Brad Miller, Kutino Mobley, PJ Stojakovic. C'était mon premier NBA Live 2005 sur la PS2. Très bon jeu d'ailleurs. Wow. Et qu'ils avaient une équipe qui était super agréable à jouer parce qu'ils mettaient tout dedans. Ouais, donc t'imagines, ça fait vraiment, ça date. On sait pas si ça va arriver, je doute que ça arrive parce qu'encore une fois les Bucks c'est pas un bon match-up, mais au moins voilà, il se crée quelque chose et c'est cool. C'est bravo pour ces Kings, et on va enchaîner. C'est pour ça que ce podcast-là c'est vraiment le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on a passé 30 minutes à dire du bien des Kings et on va en passer je sais pas combien d'autres de ces minutes à dire du mal du finaliste de conférence à l'Ouest. On va se retrouver juste après la pause pour en parler.
seconde partie sur les Rockets donc. Alors là, c'est comme je l'ai dit, c'est le monde à l'envers. Alors certes, ils sortent d'un back-to-back victorieux à l'extérieur contre les Nets et les Bulls, mais est-ce que ça nous rassure vraiment? Je pense pas. C'est une équipe qui affiche un bilan donc de 3 victoires pour 5 défaites. Juste une stat comme ça, l'année dernière, il avait fallu attendre le 30e match des Rockets pour qu'ils arrivent à 5 défaites. Pierre, on nous dit que c'est le début de saison, qu'il faut pas trop s'inquiéter, mais pourtant je regarde à droite à gauche, je vois pas mal de podcasts qui sortent où on se pose un peu tous la même question, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Je pense qu'il vraiment s'inquiéter, ça dépend dans quelle mesure. Pour qu'ils reviennent tout en haut de l'Ouest, ça va être maintenant, ils ont quand même du chemin à faire. De là à pas les voir en play-off, il y a de la marge, et d'être vraiment inquiété, il y a encore de la marge, mais il y a des vrais motifs d'inquiétude pour cette équipe-là. En fait, ils jouent comme l'année dernière, sauf que ils ont pas la même équipe, tout simplement, et tout se passe mal en fait, dans le sens où James Harden est moins flamboyant, Chris Paul a loupé des matchs et fait un peu de la parodie de Chris Paul, c'est ce que je t'ai dit hier là en regardant contre Chicago. La perte d'Ariza et d'Embry Mouté, au final, elle est vachement préjudiciable, et c'est surtout leurs remplaçants qui sont pas au niveau, parce que voir du Michael Carter-Williams, du James Ennis qui est peut-être leur meilleure rotation pour l'instant, et qui, lui, il fait ce qu'on attend de lui, je pense. Carmelo Anthony, t'as des rookies qui ont du temps de jeu, c'est plus l'effectif des Rockets d'avant pour l'instant. Alors certes, ils ont des blessés qui devraient revenir, mais t'as plus la même versatilité, t'as plus le même impact physique, t'as plus les mêmes joueurs, et ça se voit d'une part individuellement, parce que tout fonctionne moins bien, parce que les tirs rentrent moins, parce que c'est moins fort, et ça se voit collectivement, défensivement surtout, où ils sont perdus. Ah, totalement. On peut finir le sujet Rockets après ça, je pense que je peux dire non, mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Si on imaginait ces Rockets-là capables d'inquiéter encore les Warriors, oui, faut s'inquiéter. Mais nous, on n'était pas dans cette optique-là. Donc forcément, parce que déjà, ils ont 5 matchs de retard pour les Warriors. Pour moi, déjà, ils ont pas l'avantage du terrain contre les Warriors. Déjà, c'est une première chose. Je les vois pas remonter 5 matchs. Ça, c'est certain. Surtout ces Warriors-là. On s'était promis de pas trop parler d'eux, mais voilà, ils sont en feu, ils remontent pas. Ensuite, tu l'as dit, moi le premier, mais à culpa, les pertes de Trevor Ariza et Luc Richard Mbah Mouté et surtout leurs remplaçants, ça fait très mal. C'est-à-dire que ça défend plus à Houston. Enfin, une de leurs forces l'année dernière, c'était à la fois leur attaque flamboyante, mais aussi leur défense. Je veux dire, ils défendent plus. On va en parler. Je pense que tu vas en parler largement, mais Carmelo Anthony. Alors, faut pas lui jeter la pierre uniquement à lui, mais il est aussi responsable pas mal de ce côté-là. Je trouve que Clint Capella pas vraiment en meilleure forme. PJ Tucker, ça a l'air d'être le seul qui fait à peu près le taf défensivement. Après, on sait que James Harden, il défend pas. Enfin, ça, on le sait. Mais c'est difficile, ça. Je vais faire une comparaison. On parlait des Kings à l'instant où il y a de la vie, en fait, c'est joyeux, tu le vois dans les interviews et tout. Là, on est face à une équipe des Rockets où même D'Antoni, il est venu en interview dire qu'il avait pas les solutions. Enfin, c'est... Mais c'est ce qui se passe actuellement, c'est que les Rockets sont amorphes. Enfin, déjà qu'ils ont pas un jeu ultra, enfin, c'est pas l'équipe qui joue le plus vite, c'est pas l'équipe qui fait le plus de passes, c'est pas l'équipe qui fait le plus vivre son attaque entre guillemets. Ils se reposent beaucoup sur Harden et Chris Paul autour des switches défensifs, mais là ils sont amorphes quoi. Enfin, quand t'as un temps mort contre les Nets où t'as Chris Paul qui pousse D'Antoni et qui gueule sur ses coéquipiers pour qu'ils se mettent un peu à défendre et à jouer, c'est quand même à un moment donné il y a des soucis dans l'effectif et il y a des soucis d'envie quoi. Et ça se voit défensivement, où l'année dernière c'était quand même la 7ème défense, cette année ils sont à 111.3 de defensive rating, ils sont 25ème. C'est comme les Lakers. Enfin, on peut tailler les Lakers qui défendent pas, qui font courir, mais Houston défend pas du tout. Ils défendent autant qu'eux et ils courent moins. Enfin, j'ai cette impression-là que tout fonctionne mal en défense. Ils ont des gros problèmes au rebond. Enfin, ça c'est... c'est difficile, hein. Tu prends pas un rebond offensif ni défensif, t'as que Capella à mettre au milieu avec la blessure de Néné, etc. Enfin, c'est faible. Et moi, il y a d'autres problèmes que j'ai pu identifier défensivement. C'est sur leur switch, ils sont de moins en moins au point. Ils ont pas encore la communication avec les nouveaux joueurs, donc il y a des manquements. Il y a des joueurs qui se perdent. Il y a des joueurs qui prennent des backdoors parce qu'ils sont pas prêts. Et les autres équipes en face se sont adaptées. Ils sont totalement. C'est ça la clé, ils sont tous adaptés en fait. Faut prendre l'exemple du match contre les Pélicans où Anthony Davis est servi constamment poste bas avec un écran préalable, il a tout le temps un balle sous cercle, il marque. Et c'est une stat que j'ai pu retrouver, c'est que
on le sait que contre Houston, eux, ce qui favorise, c'est les post-up, parce que c'est une des situations où, par exemple, James Harden est peut-être le plus efficace défensivement par rapport à son jeu, et où ils sont eux, c'est ce qu'ils veulent amener, en fait, des post-up contre eux. Et là, l'année dernière, ils en prenaient 9% des actions contre eux, c'était des post-up. Cette année, c'est monté à 12%. La deuxième équipe est qu'à 9% quand même, hein. Donc il y a un vrai gouffre, et il y a les équipes adverses ont vraiment ciblé ça, et les équipes tournent à 50% au tir quand on leur donne la balle au post-up. Donc c'est peut-être que 12% des actions, mais à chaque fois que tu donnes la balle en post-up contre Houston, ils ont plus les capacités de défense, et ça aussi, comme on l'a dit, ça vient du changement d'effectif. Ariza Mbamute était long, physique, et pouvait défendre ces situations-là. Va faire défendre ça à Michael Carter-Williams. C'est pas possible. Ouais. Qui a pas joué contre les Bulls, et je pense que c'est un choix. Enfin, je pense qu'on va plus le voir. Toutes les rotations, elles sont changées, et t'as plus, cette versatilité, cette polyvalence. Ouais, totalement. Là, Pierre, il est en feu sur Houston. C'est incroyable. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. Et je rebondis sur les problèmes défensifs. Le match contre les Bulls, où en fait aussi, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que Capella, je l'ai dit, je le trouve un petit peu moins saignant. Alors, il est pas catastrophique, hein, mais il est un petit peu moins saignant. Et ce que font les autres équipes, c'est que du coup, l'action qui marchait pas l'année dernière, et le problème pour défendre Houston l'année dernière, c'est que si tu créais le switch et que t'avais Capella contre un extérieur, même si l'extérieur amenait Capella très très au large, Capella, il avait la capacité à limiter la casse, en fait. Cette année, il est moins, alors les stats le montrent peut-être pas, mais moi, de ce que j'ai vu, je le trouve moins saignant. Il concède beaucoup plus de shoots. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que quand on crée le switch sur Carmelo Anthony, je veux dire, le match contre les Bulls, si Cameron Payne, il sait mettre un double pas, il est à 25 points à la mi-temps. Ouais, et c'est ce qui s'est passé avec Donovan Mitchell contre Utah aussi. Et Brooklyn, l'armée d'arrière de Brooklyn, ils s'en ont donné à cœur joie, en fait. Ils attaquent Carmelo, et t'as les ratings, Pierre. Carmelo défensivement, c'est pas pour taper sur l'ambulance, mais au bout d'un moment, on le sait, Carmelo défensivement, et on en parlera plus tard, c'est pas ce qu'il fait en attaque qui est censé nous berner. Ça pose problème. Et puis t'as parlé des rebonds, enfin, il y a beaucoup de choses on va disséquer tout ça, mais les rebonds, même on critiquait Ryan Anderson, mais Ryan Anderson, c'est un bon rebondeur, en fait. C'est un mec, il est bon au rebond, et tu peux pas échanger Ryan Anderson, Ariza et Mbamute contre Michael Carter-Williams ou même James Ennis, qui est solide, hein. Ouais. Le problème de ça, c'est aussi le fait que Carmelo Anthony soit ciblé sur tous les switches. Déjà, ça diminue fortement ton impact défensif. Et c'est aussi que Carmelo peut être potentiellement un rebondeur correct et prendre éventuellement des rebonds défensifs. Mais s'il est tout le temps à l'extérieur en train de courir après les meneurs qui ont switché sur lui, t'as encore moins de rebonds parce qu'il est pas dans la raquette, il peut pas prendre ces rebonds-là. Alors certes, pour l'instant, il met des tirs sur leur dernier match, il a rééquilibré ses pourcentages, etc. Mais quand il est sur le terrain, le rating défensif de Houston est de 113.9. Enfin, déjà, c'est hyper haut. Et quand il est pas sur le terrain, il est de 98.6. T'as 15 points de différence sur 100 possessions. J'aime bien, ça me fait plaisir de taper sur Melo vu la saison dernière, mais ça en devient risible à quel point il est ciblé par les attaques adverses et il peut être un point en défense, en fait. Alors certes, il met des tirs en attaque et ça fait plaisir de le voir un petit peu à droit, honnêtement, et de voir de mettre des post-up, éventuellement de mettre des tirs, mais c'est ce qu'on en avait parlé dans les pods pendant l'intersaison, c'est que défensivement, c'est un vrai problème pour eux. Et ils pourront peut-être, à terme, ne plus défendre complètement en switch. Et c'est même une chose que toi t'as pu remarquer, c'est qu'avec les joueurs qu'ils ont pour l'instant, la défense en switch tout le temps, c'est peut-être pas une arme ultime. Non, je crois pas que ça soit la bonne idée, hein. Alors ça devient démocratisé, mais ça a d'Anthony de s'adapter, en fait. Il va falloir qu'ils mettent un terme à ça. Tu l'as dit, 113.9 de defensive rating, il faudrait que l'attaque, elle tourne à plein régime, et au régime de l'année dernière, voire plus, pour espérer tenir quand Melo est sur le terrain. Parce que Melo, en l'occurrence, il a pas mal de temps de jeu. Et ça envoie un autre problème, on y reviendra plus tard, c'est que l'effectif est pas profond. Enfin, il y a des gros problèmes niveau rotation. Quand tu fais rentrer des rookies au nom imprononçable, moi, ça me pose toujours problème. Je veux dire, non, on veut pas tailler sur Isaiah Hartenstein, tu vois. J'ai tenté de le dire, c'est une catastrophe. Mais c'est assez compliqué, mais juste pour revenir à la défense en switch, oui. Ça pose des vrais problèmes, et c'était dans le podcast de Sam Vecini, on vous conseille aussi d'écouter, c'est plutôt pas mal, où en fait il avait un invité, donc j'ai complètement oublié le nom, qui expliquait aussi, et Pierre, le coach, aurait pu aussi le dire, c'est que la défense en switch, et tu l'avais dit dans un épisode précédent, c'est une défense qui demande beaucoup, en fait, en termes d'énergie, concentration, communication. Quand tu fais ça avec des joueurs qui ont pas la tête pour ça, quand tu fais ça avec des joueurs qui sont plus dedans et qui sont pas bons en défense,
tu te fais exploser. Enfin, c'est ce qui arrive actuellement. Tu peux pas tenir une défense en switch si tout le monde n'a pas un niveau de concentration et d'implication qui est exceptionnel. Ils l'ont pas actuellement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'il y a de la fatigue physique qui se fait ressentir un petit peu et de la fatigue mentale pour certains joueurs qui sont là. Enfin, tu vois, un PJ Tucker, un James Harden, un Chris Paul, je pense que mentalement, ça doit les fatiguer à force de faire tout le temps ça, d'être tout le temps à fond là-dessus. Et le fait d'avoir des joueurs comme Carmelo Anthony ou Michael Carter-Williams qui ont du mal sur ces situations-là, ça va sûrement les obliger à s'adapter et à faire des choses qu'ils ont peut-être pas l'habitude de faire, c'est-à-dire des pré-switch, où par exemple quand le joueur de Carmelo Anthony va aller poser écran pour provoquer le switch, et ben Carmelo Anthony doit déjà switcher avec un autre joueur avant que l'écran soit fait pour annihiler cette situation. Ou alors des switch alors que le joueur a déjà la balle au poste, tu vois, le joueur va recevoir la balle au poste, et ben vite le joueur petit qui défend sur lui s'en va et un grand prend sa place. Et ça demande encore plus de concentration et de communication et d'adaptation défensive. Et moi il y a une chose qu'il faut peut-être pas sous-côté aussi, c'est qu'ils ont perdu leur coach défensif cet été. Ça, personne n'en parle ça, mais ouais, c'est vrai. Et enfin, le gars a quand même mis en place, je prononcerai pas son nom parce qu'il a un nom imprononçable, je suis désolé, mais le gars a quand même c'est lui qui a mis en place toute cette défense du switch, c'est lui qui l'avait mise au point, c'est lui qui, je pense, corrigeait un peu les joueurs, qui les aidait. Il est plus là. Donc, qui a ce rôle-là? Je pense pas que Mike D'Antoni ait ce rôle-là. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Est-ce que les adaptations vont pouvoir être faites correctement? Est-ce que les solutions vont pouvoir être trouvées? Tout simplement. Puis ça, c'est quelque chose qui aurait dû être réfléchi à l'intersaison. On parle quand même de rechanger complètement le schéma défensif. Si tu peux pas, ça va être chaud de faire ça en cours de saison. Enfin, c'est super dur. Et vraiment, ouais, t'as raison par rapport à ça. Tu parlais de fatigue physique. Il y a aussi, toujours dans ce même podcast que j'ai cité, l'invité dont j'ai toujours pas trop trouvé le nom, il parlait aussi de quelque chose, et là, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais aussi le fait que par rapport à cette équipe de Houston, il y aurait peut-être toujours le trauma de la finale de conf, en fait. C'est-à-dire, ils ont joué en switch pendant 82 matchs, playoff, enfin bref, ils se sont mis par terre pour battre les Warriors, ils étaient à une mi-temps de passer en finale NBA, ils se sont ratés, ils se sont affaiblis, et il y a peut-être, c'est peut-être difficile, en fait, pour eux de se remettre dedans. Surtout qu'ils savent, et on l'a vu un peu dans le match à Brooklyn, à Chicago, que quand ils s'y mettent un peu, ils ont le talent pour battre la plupart des équipes NBA. C'est ça. Enfin, on va dire, en gros, les deux matchs-là, ils jouent 20 minutes, ils battent l'équipe d'en face. Bon, certes, c'est pas les meilleures équipes de la ligue, mais ils les battent. Ouais, mais après, ça dépend encore une fois de Harden qui prend le match en main, Chris Paul qui prend le match en main. Après, là, on est pessimiste depuis le début, mais leur défense va petit à petit sûrement progresser et pas être si mauvaise que ça. Enfin, pas à ce point-là, en tout cas. Et surtout, leur attaque va leur permettre de gagner des matchs. Parce que, il y a aussi de ça aussi. Quand t'as ce potentiel offensif, bon, certes, il y a eu des matchs où James Harden et Chris Paul n'ont pas joué, mais quand t'as des joueurs, Harden, Chris Paul, Eric Gordon, Carmelo Anthony, sur le terrain en attaque, je pense que tu te dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de défendre à fond? Et c'est complètement humain, parce que t'as une puissance de feu offensive qui est considérable. Sauf que pour l'instant, ils sont 27e au true shooting pourcentage, ils mettent pas un tir. Eric Gordon, et c'est l'ombre de lui-même. Il a 23% à 3 points, Eric Gordon. C'est la plus grosse chute sur le début de saison d'un joueur, je pense, Eric Gordon. Alors, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il est hors de forme? Ça reste à voir sur le reste de la saison, mais s'il reste à ce niveau-là, ça sera par contre très problématique pour Houston. Harden a loupé des matchs, mais tu sens qu'il peut prendre feu à tout moment, même si il a l'air pour moi, il a l'air de s'économiser et de gérer son rythme et de mieux gérer son physique que l'année dernière. Donc il veut peut-être moins tout faire et dominer les matchs. Après Chris Paul, ça, tu vois, Tom parle souvent du point God et c'est son surnom. Moi, c'est plus le point God, Chris Paul, là. Je suis désolé, c'est plus le même joueur que à New Orleans ou aux Clippers. C'est maintenant beaucoup un scoreur, vraiment. Je trouve qu'il prend de plus en plus de tirs et qu'il est de plus en plus tourné vers scoring. Il fait énormément de dribbles. Il joue presque moins de pick and roll. Ça devient des situations de 1 contre 1 où il tire à 3 points sur les grands. Certes, il est adroit, il fait gagner l'équipe, mais c'est plus le même Chris Paul. Enfin, moi, ça devient parodique de... on se demandait comment ça allait jouer aux Rockets. Si c'est adapté au jeu des Rockets, il en devient parodique, même pour moi. Et... Ouais, je pense que ça lui a retiré il a perdu un peu, c'est pas de son âme, mais tu vois, de son âme de joueur, ça a un petit peu changé avec le jeu des Rockets. Le truc, c'est que je me demande à l'heure actuelle si c'est le jeu qu'ils doivent adopter s'ils veulent gagner, vu l'effectif, en fait. Et moi, je m'en veux vraiment sur ça, c'est que je pense que j'ai dû le dire ça il y a encore 6 semaines de ça. J'ai complètement sous-estimé les pertes, en fait. Et qui sont réelles. Et aussi, faut pas oublier quelque chose qu'on n'a pas dit non plus. La plupart des joueurs de Houston, la saison dernière, ils font la saison de leur vie, en fait.
La plupart. Enfin, je veux dire, ils font tous des saisons exceptionnelles. C'est-à-dire que même quelqu'un... Alors, Eric Gordon, ça se voit pas trop au pourcentage, mais il y a combien de matchs où Eric Gordon, il vient, il leur sauve la mise, en fait. Il y a pas mal de matchs comme ça. T'as Gerald Green qui arrive d'on sait où, il commence à mettre des shoots. Enfin, tout allait dans le bon sens. Capella qui est exceptionnel. Là, peut-être qu'il y a eu ses pertes. Peut-être qu'Harden se gère aussi. Je pense qu'il y a de ça, parce qu'Harden, moi je l'ai déjà dit plus d'une fois, moi Harden, je suis assez pessimiste sur ses performances en playoff. On m'a dit plus d'une fois qu'il était fatigué. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a pris ça en compte, mais globalement, c'est aussi peut-être une équipe qui était au taquet l'année dernière. Et tu vois, pour avoir écouté Mike D'Antoni dans le podcast avec Zach Lowe, donc il a peu parlé des problèmes de son équipe, mais l'un des trucs qu'il a souligné, c'est que James Harden, ils veulent qu'il arrive en forme pour jouer 40 minutes en playoff, en fait. L'année dernière, il a fait toute la saison avec 36 minutes, peut-être, et peut-être qu'il était un peu cramé, et que sur ces 40 minutes en playoff, il n'était pas capable de les faire à haut niveau, et que c'est une chose sur laquelle il devait évoluer, et c'est une chose sur laquelle lui aussi, il devait donner un peu plus le ballon à Chris Paul et aux autres joueurs, et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que Chris Paul a de plus en plus la balle par rapport à un James Harden. Qu'il a un peu donné un peu plus de responsabilité à Chris Paul et qu'il s'économise un peu plus. Donc je pense que si les Rockets continuent dans cette voie-là et perdent encore d'autres matchs, ils risquent de s'énerver et de prendre quand même beaucoup de ballons après en match. Mais mais déjà contre Chicago, je trouve. Contre Chicago, il y a vraiment eu le début de match où ils laissent pas mal la balle à Chris Paul. Ils arrivent pas à faire la différence contre Chicago. Alors il y a pas mal de supporters des Bulls, vont pas être méchants, mais Houston est censé atomiser Chicago, normalement, dans un monde normal, ce qui est pas le monde NBA actuellement. Et il y a eu un moment, c'est très furtif dans la retransmission, mais à un moment où Harden, il prend la balle en attaque, ça doit être dans le 2 ou le 3e, je sais plus, il prend la balle en attaque, il doit mettre à 3 points, et il dit à un de ses joueurs, défend, fais ça. Alors, c'est quand même le monde à l'envers que ce soit Harden qui dise ça, mais t'as l'impression qu'il y avait un petit peu de frustration en mode, on est censé battre les Bulls. C'est censé être une équipe qu'on doit dominer, et je pense qu'Harden, au fil du temps, il va comprendre, tu vois, cette volonté. Il y avait cette volonté peut-être de s'économiser et ils vont peut-être vite comprendre ils ont pas la marge pour faire ça. Oui, je pense qu'il comprend aussi que son effectif est peut-être pas pour l'instant aussi complet et marche peut-être pas aussi bien que celui de l'année d'avant. Donc certes qu'il y a des blessés. Par exemple, je préférerais voir, même si on sait pas ce que ça va donner, mais Marquise Chris sur le terrain que Harvenstein. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a Brandon Knight, je sais pas ce qu'il va donner, mais il pourra faire une rotation. Il est fini, Brandon Knight. Tu préfères avoir Brandon Knight ou Michael Carter-Williams? C'est ça, je préfère avoir Zuki. Non, mais à voir ce qu'il peut donner aussi. Mais t'as quand même 2-3 joueurs blessés. T'as des joueurs, je pense, hors de forme. Tu vois, faut pas être alarmant par rapport à ça non plus. Faut pas être alarmant, mais il y a des motifs d'inquiétude et ça sera intéressant de voir comment il les corrige. Par contre, moi, ça reste, je l'ai déjà dit dans le podcast, Houston, c'est une des équipes que je déteste le plus regarder jouer. Vraiment. Oui, moi, je les ai souvent défendus, mais oui, c'est un peu indigeste. Je trouve que c'est un peu indigeste. En fait, l'année dernière, apprécier, c'est peut-être un mot fort, mais j'aimais bien les regarder. Parce que, ce qui est un mot plus fort qu'apprécier, bref. Mais j'aimais bien les regarder parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y avait une mission. Et je renvoie aussi un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, où vraiment, toute l'année, ils ont dit, on tape les Warriors. Toute l'année. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas 2 semaines où il n'y avait pas une déclaration d'un joueur des Warriors des Rockets qui annonçait, l'objectif, c'était de battre les Warriors. Et tu voyais bien qu'ils jouaient, tout était réfléchi pour les battre. Ils les ont pas battus. Et t'as l'impression qu'il y a plus ce feu, en fait. Et même ce feu qui les rendait parfois intéressants, en fait. Il y a plus aussi Harden qui a la chasse de son MVP, il y a plus ça. J'allais te le dire, c'est aussi James Harden a eu son MVP, il est plus autant en mission, il est allé en finale de conf, il a fait quand même des meilleurs playoffs l'année dernière que les autres avant. Ils ont prouvé que c'était une des meilleures équipes de ces dernières années. Est-ce qu'ils ont encore cette envie et ce feu? Ils étaient à un pas d'éliminer les Warriors. Et tu passes à côté de ça et tu dois refaire une saison où eux sont encore renforcés, eux tu vois que ça fonctionne moins bien. Tu vois, ça peut aller très vite aussi dans les têtes et cogiter un petit peu. Bon, c'est pas, ils vont corriger le tir, il y a pas de problème. Mais tu sens que c'est pas aussi flamboyant comme tu l'as dit. Et pour moi aussi, c'est que ça devient trop parodique, je l'ai déjà dit, mais je demande le switch, Chris Paul va faire 10 dribbles sur place et tirer, ou va attaquer le cercle et balancer la balle en alley-oop à Capella, qui une fois sur 2 le rate d'ailleurs, t'en as pas. Ça, contre les Bulls, il doit en rater 3, hein. Ouais. Mais il en rate où il est tout seul. Enfin, il y a pas plus symbolique, je pense. Ou alors, tu vois, ils ressortent la balle à 3 points et là, les tirs tombent pas dedans, donc ça devient vite, indigeste à regarder, en fait. Et c'est pas une équipe
que j'aime spécialement moi, mais parce que je suis fan d'Oklahoma City, donc forcément. Mais tu vois, c'est pas l'équipe que j'aime regarder. Et l'année dernière, au moins, quand tu regardais cette équipe-là, même si c'était le même jeu, ben t'avais ce feu de Harden, t'avais Chris Paul, que c'était intéressant de voir comment il jouait aussi à côté. T'avais ces choses-là. Et là, t'as plus ça, quoi. T'as plus cette interrogation et t'as juste une équipe moyenne et qui a du mal à se trouver pour l'instant. Ouais, totalement. Et tu l'as dit, faut pas être trop alarmiste. Je suis d'accord. Tout dépend d'où on les voyait. Encore une fois, pour moi, si tu les voyais au même niveau que la saison dernière, oui, il faut t'inquiéter parce qu'ils sont pas au même niveau que la saison dernière. Ça, je pense qu'on peut le dire, ça va pas être la même équipe. Après, ça reste toujours une place forte. On sait qu'on a un stade à l'ouest où, à part peut-être en dehors des Warriors, les Nuggets qui font un bon début, il y en a de certitude sur personne. Enfin, il y a personne sur qui on peut vraiment miser en étant vraiment sûr de ce qu'on a. Donc, les Rockets à ce niveau-là peuvent être contents, mais oui, il y a quelques inquiétudes et moi vraiment ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Avant que je vais quand même te laisser parler de Melo à un moment. Moi, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? OK, bah ça suffira. Moi, c'est vraiment la profondeur moi qui me fait peur de l'effectif. Ouais. C'est vraiment à ce niveau-là où je me dis que il y a combien de joueurs en fait avec qui on est assez tranquille, on va dire. L'objectif c'est de jouer des séries de playoffs de très haut niveau. PJ Tucker, James Harden, Chris Paul, Capella, Gordon, Ennis. Ça fait 6. T'as quand même Gerald Green qui a du gros temps de jeu et un gros rôle pour l'instant. Donc à voir comme lui, il a quand même l'expérience des Rockets. Et après les autres. Mais Carmelo Anthony, encore une fois, on va dire qu'on s'acharne, mais tu es le mieux placé pour le dire sur une série de playoffs de haut niveau. Tout ce qu'on a mis en avant là, ces petits problèmes défensifs, mais ça va être exploité puissance 10. Bah c'est ce qui s'est passé la série du Thunder contre Utah l'année dernière, où il est d'ailleurs benché quasiment les 2 derniers matchs, ou la mi-temps la mi-temps de l'avant-dernier match et le dernier match en fait. Et voilà, il peut apporter du scoring, il peut apporter du shoot quand il est dans un bon soir. Mais défensivement, il pourra jamais apporter. Et c'est un des gros problèmes des Rockets actuellement et de Carmelo Anthony. Et c'est pour ça aussi qu'on parlait à un moment d'addition par soustraction à Oklahoma City. Parce que le fait de mettre Grant dans le 5, il défend 4 fois plus que Carmelo Anthony, en fait. Et je préférerais quand même le voir. C'est le cas actuellement. Déjà, le fait qu'il soit en sortie de banc, ça aide fortement les Rockets. Il faut le dire qu'il a accepté d'être en sortie de banc. C'est un bien pour eux. Il sera moins ciblé, il aura moins de temps de jeu, il aura peut-être plus de ballons en attaque, enfin c'est plus intéressant pour lui et pour l'équipe, mais il sera toujours un poids défensif, et dans une équipe qui pour l'instant marche pas très bien défensivement, il accentue encore cet handicap. Ouais, totalement. Je pense qu'on va, vu que le chrono sur les 2 premiers sujets, on va faire une petite entorse, on va pas faire d'overtime, mais on va glisser tranquillement si t'as 2-3 trucs à dire sur la fin. Pierre, sans mettre de jingle, là, c'est la folie. Juste un dernier truc, et je voulais le dire, et par rapport à Melo, en fait, et ça me permet, en fait, de faire une mini transition, même si on n'est pas obligé d'en parler, sur un des événements de ces derniers jours, c'est aussi les 50 points de Derrick Rose. J'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade où, en fait, on n'arrive plus à dégager le succès collectif du succès individuel. Je m'explique. Melo, il a 15 points par match, il a des bons pourcentages. Je pense qu'en fait, Melo, le joueur, fait peut-être une meilleure saison qu'à Oklahoma City, mais en tout cas, il est bon. Le problème, c'est que ce que fait Melo, le joueur, n'est pas dans l'intérêt du collectif des Rockets, en fait. C'est-à-dire que des fois, un joueur individuellement, le fait qu'il soit bon, c'est pas positif pour son équipe en elle-même. Et je renvoie ça à Derrick Rose, parce que pour moi, Derrick Rose met 50 points. Je souhaite de malheur à personne, même si on sait mon passif avec Derrick Rose. C'est bien qu'il mette 50 points. Mais le fait que, dans une équipe où t'as Karl Anthony Towns, ce soit Derrick Rose qui, à l'heure actuelle, au bout de 9 matchs, soit le joueur qui a tenté le plus de tirs, c'est un problème. C'est-à-dire que le succès individuel de Derrick Rose est un problème pour l'équipe des Timberwolves. Et ça, je trouve que par rapport à Melo et par rapport à Derrick Rose, où on commence à voir fleurir les tweets, mais voilà, les gens les ont détruits, mais ils sont toujours capables de mettre des points et tout. Cool. Alors déjà, c'est les mêmes gens qui les critiquaient il y a 3 mois, mais bon, moi on assume jusqu'au bout ici. Mais il faut savoir faire cette différence, en fait. Avec Melo, je trouve qu'on est vraiment à ce stade-là. C'est-à-dire que c'est cool, Melo, il met ses post-up, il fait ses shoots à mi-distance. Sauf que ça n'arrange pas son équipe, ce qu'il fait à l'heure actuelle. Non, après, voilà, pour Derrick Rose, moi, le premier, à l'époque de sa saison MVP, il avait une énorme fanbase, il avait une hype folle, et il devait prendre ces tirs-là, il devait mettre 50 points pour faire gagner les Bulls, et voilà, c'était vraiment son jeu. Là, cette année, même quand tu l'entends parler, alors certes, c'est bien de le revoir en forme, c'est bien de le voir, le match à 50 points, il fait gagner l'équipe, mais le match d'après, les matchs d'avant, il score, et ça fait pas du tout gagner l'équipe. Et
c'est bien de le revoir en forme, mais enfin, c'est plus possible, quoi. Enfin, il sait plus, lui, l'avenir des Wolves, et même quand tu l'entends parler dans ses déclarations, ça a donné un peu de baume au cœur aux Wolves, certes, mais c'est très égoïste, quoi. C'est, la seule déclaration de Derrick Rose dont je me souviens avant ce match à 50 points, c'est je veux être 6e homme de l'année. Alors qu'on parle d'une équipe qui était censée jouer le haut de tableau à l'ouest avant l'affaire Butler. On parle d'une équipe qui est en proie à plein de problèmes en interne, et le seul truc enfin, dans un sens c'est bien, il a pas développé ses problèmes, mais il a juste dit je veux être 6e homme de l'année, quoi. Il a pas parlé de comment Towns devait être mis en valeur, de comment le collectif avait du mal. Et ça m'embête un petit peu pour un joueur au final avec son expérience et son vécu. Totalement, oui. Towns, où on sait que moi et Towns, c'est la déception qui règne actuellement, mais où Towns n'est pas mis en valeur. Je veux dire, pour moi, ça reste toujours incroyable qu'à l'heure actuelle, le mec qui ait pris le plus de shoots du côté des Timberwolves, ça soit Derrick Rose, et que Towns ait pris que 11 shoots de plus que Butler, qui a joué deux matchs de moins que lui. Bah après, voilà, il faut pas aussi non plus dire que on n'aime pas voir Derrick Rose à ce niveau-là, et que ça nous fait chier qu'il ait 50 points. C'est juste que dans l'intérêt de l'équipe, voilà. C'est pas Derrick Rose qui est censé porter l'équipe en 2018. Après, même si Derrick Rose, il a que 30 ans. Pour lui enlever peut-être un peu de poids, est-ce que Towns se montre vraiment apte à prendre ses tirs et a envie de prendre ses tirs? Enfin, tu vois, sur le début de saison de Karl Anthony Towns, c'est quand même une sacrée interrogation et c'est une énigme. Hein. Il se montre très peu, il prend peu de tirs, il a fait très peu de très bons matchs où il dominait complètement. Enfin, il est largement décevant. D'ailleurs, on avait une question sur ça il y a 2-3 podcasts au bout de 3 matchs où on disait ce qu'il est surcoté. Ça on sait pas, mais il a du mal à se remettre en route comme il pouvait l'être, quoi. On parlait je vais faire de la psychologie de comptoir, mais moi j'ai l'impression que ça lui pèse la situation. Peut-être, mais peut-être complètement. Et c'est, peut-être que dans ce contexte-là, Derrick Rose, lui, arrive plus à s'exprimer et à avoir le ballon en main, et ça lui a permis de mettre 50 points. Et honnêtement, c'était une belle image à voir, et son émotion et tout. Mais ouais, pour l'équipe et pour le reste des joueurs, et pour même le groupe des Wolves, au final, le fait qu'ils prennent énormément de tirs, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Ouais, totalement, ouais. Les Wolves qui sont quand même à 4-5, c'est pas si catastrophique que ça, vu, pour moi, ils allaient perdre 25 matchs, hein. Je veux dire, vu ce qui se passe en interne, on va pas parler là-dessus, parce que ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus actuellement. On faisait un peu lien avec les Rockets aussi, qui devaient se positionner sur Jimmy Butler contre, D'ailleurs, on peut en parler. Est-ce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi 4 premiers tours de draft avaient été proposés? Moi, j'avoue que j'y ai pensé 2 secondes et je me dis, le vestiaire, Jimmy Butler, Chris Paul, celui-là, non, mais il a du potentiel. Ça devient une comédie show, quoi. Enfin, ça serait fou de l'amener dans ce vestiaire-là, ça serait fou de l'amener dans cette équipe-là. Donc certes, je pense que ça leur ferait une vraie plus-value, mais 4 premiers tours de draft, tu te pourris, je pense, l'équipe jusqu'à quelque chose 2025. Comme de 2025, voilà. Donc c'est considérable, quoi, parce que t'as quand même Chris Paul qui a un énorme contrat et qui vieillit, t'as James Harden qui a un énorme contrat, t'as plus de tour de draft, suffit que t'en aies un qui se blesse ou que ça se passe mal ou que t'aies un trade ou autre. Enfin, en faisant venir Butler, il peut partir assez rapidement aussi, hein. Donc ça me paraît complètement dérisoire de faire ça, en fait. Parce que déjà, ils auront jamais les sous pour le payer par la suite. T'auras cramé tous tes tours de draft. C'est même plus du court terme, là. C'est de l'urgence, en fait, s'ils font ça, quoi. Mais je pense que peut-être, encore une fois, on n'est pas dans sa tête, mais Maurice dit peut-être qu'il a peut-être conscience qu'il y a un truc de cassé dans son équipe. Et qu'il va peut-être, il y avait un article de The Ringer, on en a un petit peu parlé en off, où en fait, il mettait en avant l'idée que les Rockets pourraient faire un peu ce qu'ont fait les Cavs l'année dernière, c'est-à-dire tu changes pas les joueurs majeurs, mais les joueurs de complément, t'en changes 2-3 pour créer un souffle nouveau, en fait. Ouais, peut-être qu'ils auront besoin de ça. Ça s'est fait indirectement à la Free Agency, où ils ont perdu Ariza et Mbamute, par exemple, et que ça s'est renouvelé. Mais là, actuellement, les joueurs des Rockets, qui a de la valeur, à part leur star? Capella va pas s'en aller, sachant que tu viens de le prolonger. PJ Tucker, franchement, c'est le seul joueur à ne pas trader. Franchement, ne le faites pas ça. Et après le reste, tu veux trader Eric Gordon, mais Eric Gordon, vu son début de saison, moi, je vais pas le chercher pour beaucoup, hein. Apparemment, ça serait la condition sine qua non pour que pour Butler. Ouais, pour Butler. Alors, j'avoue que Butler, j'ai l'impression qu'il y a énormément de poker mental à l'heure actuelle, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui sont venus dire que les 4 tours de draft c'était faux, qu'ils avaient entendu parler de 3 maximum, mais que les 4 étaient faux. À voir. 4 c'est énorme, c'est énorme. Mais Butler, amenez-le à Washington contre Otto Porter et filmez, c'est juste ça. Et après là on va parler de Washington un peu. On s'était dit qu'on allait parler d'eux en overtime, même si
un petit peu être dans l'obligation de parler d'eux pendant tout un épisode si ça continue à ce rythme-là. Que dire sur Washington, Pierre, pour des raisons qu'on ne peut pas encore dire à l'heure actuelle, mais que vous allez bientôt comprendre. Deuxième teasing après la semaine dernière. Pierre, t'as dû, je vais dire subir, c'est le mot, subir. Il y a encore pas mal de Washington. Je les ai regardés sur les premiers matchs. Enfin, je les ai regardés beaucoup sur les 5 premiers matchs, on va dire. J'ai loupé. Je crois que si j'ai dû quand même voir une grosse partie de celui contre les Clippers où ils se font atomiser. Mais je crois qu'il y a 30 points d'écart, mais il y en a 50 sur le terrain. Enfin, c'est pire que ça, quoi. Il y a rien. Celui contre OKC, c'est pareil. Enfin, oui, enfin, c'est bouilli. On leur met contre OKC, il y a 13-3 pour Washington au premier quart-temps, et après, ça finit sur un 76-37 sur le fin de la mi-temps, quoi. Enfin, en fait, ils ont réussi quand même à se faire siffler par le public, un des publics les plus éteints de la ligue. Et il y a un vrai problème. On va même pas parler du jeu, etc., de ce qui se passe sur le terrain. Je pense on va le garder pour peut-être un prochain podcast, mais il y a un vrai problème d'ambiance dans cette équipe et d'ego, dans la presse interposée. Il y a des choses, déjà, la plupart des joueurs de Washington ont dit des choses dans la presse pour plus ou moins tailler d'autres joueurs sans citer de nom, et c'est quand même très moyen de faire ça, sachant que la plupart des joueurs sont tous sauf innocents et sont tous exempts de fautes, qu'on va dire. Il y a un manque de liant, il y a un manque de collectif, il y a des images sur le terrain où il y a un joueur qui tombe ou qui se blesse, il y a personne qui vient le relever. Il y a des choses comme ça qui font que ça peut pas fonctionner en tant qu'équipe pour l'instant, et ça va pas péter dans le vestiaire comme on pensait, mais ça va péter sur le terrain, je pense. Ça va être encore pire. Parce qu'il y a un moment où John Wall va en avoir marre, et commence d'en avoir marre, il va de plus en plus jouer tout seul. Bradley Beal tient à peu près la baraque parce qu'il fait du Bradley Beal, mais tu vois lui aussi que ça se passe pas bien pour lui non plus, parce que tout le monde autour de lui n'est pas bon. Otto Porter est porté disparu. 28% à 3 points. Pour notre top 15 shooter à nous, ça fait mal. Il prend... qui est quand même un des, c'est ça qui est dingue, c'est un des meilleurs. Tu prends les stats des 3 dernières saisons, c'est un des, il est 3 ou 4e de la NBA. Et il est à 28%, là. Ouais. C'est, il a des vrais problèmes, il est plus bien servi, il est mal utilisé, il est pas... Tu vois, sur les premiers matchs, je le sentais même plus en forme physiquement que certaines années où il avait subi des blessures, mais au final, il est moins bon qu'avant, quoi. Il met moins dedans, il crée moins, il a moins de tirs, et là, t'as Dwight qui est arrivé au milieu, de tout ça. Tu te dis, ça fait quand même beaucoup de choses à régler, beaucoup d'incertitudes, et leur fin de mois de novembre où ils ont un calendrier plutôt abordable, ça va être déterminant pour leur saison. C'est soit ils sont à 3-12 et c'est terminé. Vous pouvez tout trader, vous pouvez tout finir. Soit ils remontent un petit peu et ils sont pas si loin que ça des playoffs. Ouais, totalement, mais c'est vraiment, Toi qui aimes bien les trades, tu trades John Wall? Le truc, c'est que personne va toucher, vu son supermax, personne va toucher à John Wall. Je pense qu'à l'heure actuelle, et j'ai entendu ça dans pas mal d'émissions, je suis totalement d'accord, moi je suis un GM adverse, j'appelle pour Bradley Beal. J'appelle tout de suite. C'est le seul qui est à peu près digne dans tout ça. C'est peut-être le seul qui veut le garder aussi, quoi. Oui, je pense que c'est le seul. Après, on sait que le front office des Wizards, c'est un des pires de la ligue. Donc, y a pas de... Rien que tu as ramené Dwight Howard, j'adore Dwight Howard, mais c'est déjà de base l'idée, elle est quand même saugrenue. Et en plus, et j'appelle aussi pour Otto Porter parce que j'arrive pas à croire que le mec soit en dedans à ce point-là. Parce que si on parle juste d'Otto Porter 2 secondes, il y a quand même eu des déclarations en début d'année où ils ont expliqué, en gros, et ça a commencé même avant le début de la saison, où on t'expliquait à John, il doit faire plus Otto Porter, il doit faire plus. Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a un portrait de Candice Buckner, c'est celle qui suit les Washington, pour le Washington Post, qui a écrit un super, je vous invite à le lire si vous maîtrisez un peu l'anglais, c'est super intéressant, sur Otto Porter, ou pour vous résumer le truc, pendant tout l'article, Otto Porter junior et senior, donc son père t'explique que le tempérament du mec, c'est pas de prendre des responsabilités, c'est de jouer un basket collectif, mais on t'explique que c'est lui qui doit prendre... Va-t'en loin, mais loin de Washington. C'est lui qui doit prendre la... Alors que c'est pas le cas. Mais ça envoie aussi à une dernière chose, je te redonnerai la parole, là je pars en monologue, mais ça envoie aussi au fait qu'on dit souvent que on l'a dit plus d'une fois ici aussi, et Tom l'a dit, les contrats jouent pas sur le terrain. Alors c'est vrai, sauf que là, quand tu lis les déclats, il y en a pas mal qui te disent « Ah, vu son prix, il est censé faire... » Et c'est ses coéquipiers qui disent ça. C'est pas des journalistes, c'est pas des mecs sur Twitter, c'est ses coéquipiers qui disent qu'en gros le mec est payé comme un franchise player, il est censé faire plus.
Le problème de ça, oui, c'est ce qui a été développé dans Open Floor avec notamment Andrew Sharp, fan de Washington, qu'il faut écouter à chaque fois que ça parle de Washington. On va le dire, c'est le meilleur podcast NBA, toutes langues confondues pour moi. Enfin, ils sont tellement marrants, ils sont exceptionnels. C'est marrant, il y a quand même de l'analyse, enfin voilà. Ouais. Et en fait, Wall et Bill n'ont jamais considéré, je pense, considèrent pas Otto Porter comme une star. Pour eux, je pense qu'ils sont tous les deux avec des clampins à côté qui essayent de jouer avec eux.